Donc, ma présentation est intitulée des cas cliniques sur la biopsie prostatique par les deux voies qu'on va voir dans les slides suivants, la transrectale, la voie transrectale et la voie transpérinéale. Avant de commencer, j'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Comme vous le savez, le cancer de la prostate demeure un enjeu majeur de santé publique. Quelques chiffres chez nous en Algérie, selon les statistiques publiées par le Globoscan 2022, nous avons constaté que 3500 à 4000 nouveaux cas diagnostiqués par an de cancer de la prostate. Et chez nous, en Algérie, le cancer de la prostate demeure la troisième cause de mortalité par cancer chez l'homme après le cancer du poumon et le cancer colorectal. Et ces chiffres-là sont établis grâce à des moyens c'est-à-dire de diagnostic qui c'est des diagnostics désormais bien établis tels que le toucher rectal, le dosage de PSA et depuis 2018, l'apparition et l'indication du l'IRM multiparamétrique avant la biopsie prostatique a amélioré réellement les indications et le sélectionnement des patients afin de déterminer, c'est-à-dire ce cancer de prostate. Avant d'entamer les cas cliniques, je voulais faire quelques rappels sur les différents paramètres qui sont nécessaires pour le diagnostic du cancer de la prostate, notamment le toucher rectal. Comme vous le savez, est un examen essentiel dans l'évaluation du cancer de la prostate et il fait partie intégrante de la classification clinique TNM, c'est-à-dire la classification T2, T3 et T4. En plus, c'est un outil important de dépistage, mais ne doit pas être utilisé seul car sa sensibilité et sa spécificité, elle est inférieure à 60%. Et ces chiffres-là sont publiés selon c'est-à-dire la méta-analyse de Nagy en 2018. Un toucher rectal normal n'exclut pas un cancer de la prostate. En revanche, un toucher rectal anormal associé à un taux de PSA anormal, c'est-à-dire un taux de PSA élevé, augmente fortement le risque c'est-à-dire de biopsie positive. Et ces chiffres-là, comme vous voyez dans la slide, sont publiés par l'étude. C'est une étude randomisée, elle s'appelle ERCPC. Ils ont trouvé que l'association entre toucher rectal anormal avec un taux de PSA élevé, la probabilité d'avoir des biopsies positives est aux alentours de 50%. Également, le toucher rectal a une valeur pronostique et on sait tous, nous les urologues, qu'un toucher rectal anormal est associé à un cancer en général plus agressif avec un score de Gleason élevé. Toujours selon les sociétés savantes, comme vous voyez, le toucher rectal est un élément indispensable et doit être systématiquement réalisé et associé au PSA pour la détection précoce du cancer de la prostate. Le PSA, comme vous le savez, c'est une glycoprotéine sécrétée par le parenchyme prostatique et c'est un marqueur spécifique de la glande, mais non spécifique au cancer de la prostate. Le PSA est un outil de dépistage de première intention et garde une bonne valeur diagnostique même chez les patients asymptomatiques. La définition selon les sociétés savantes de la valeur seuil de PSA élevé a évolué avec le temps. Comme vous le savez, le seuil classique de 4 nanos par ml provient d'anciennes études. Actuellement, selon les sociétés savantes, telles que la Société française d'urologie, l'AFU, la Société européenne d'urologie, ce qu'on appelle l'EAU, et la Société américaine, American Association of Urology, donc parle d'un seuil retenu de 3 nanos par ml. Et ce tout, issu de l'étude randomisée ERCPC, c'est une grande étude, a montré une diminution de la mortalité spécifique par cancer de la prostate chez les patients dans la tranche d'âge située entre 55 ans et 69 ans ayant dépisté à partir de ce seuil. Donc, le seuil retenu pour le dépistage, c'est-à-dire du cancer de la prostate, est de 3 nanos par ml à la place de l'ancien taux de 4 nanos par ml. Et comme vous le savez, le PSA augmente physiologiquement avec l'âge. Et les valeurs seuil doivent être adaptées à l'âge du patient. Comme vous voyez dans le tableau publié en 2020, si le taux de PSA, par exemple, le taux de PSA augmente avec l'âge, en même temps, on parle d'un taux de PSA anormal, par exemple, chez les patients dans la tranche d'âge située entre 70 ans et 79 ans, si le taux dépasse 6,5.
En pratique, la chance d'avoir un cancer de la prostate chez les hommes, il est de un homme sur 4 si le taux de PSA il est situé entre 4 et 10 nanoparamètres. Par contre, si le taux de PSA dépasse 10 nanoparamètres, la chance d'avoir un cancer de la prostate augmente. Il est supérieur à 50%. À qui on doit proposer le dosage de taux de PSA? Selon toujours les sociétés savantes, le taux de PSA doit être demandé chez tous les hommes au-delà de l'âge de 50 ans avec une espérance de vie supérieure à 15 ans. Ou bien chez les hommes au-delà de l'âge de 45 ans s'il y a un antécédent d'un cancer de la prostate dans la famille, ou bien, c'est-à-dire cancer du prostate chez les hommes, ou bien un cancer gynécologique chez la femme. Et il y a une particularité, les hommes qui présentent aux antécédents c'est-à-dire mutation du gène BRCA2, dans ce cas, le dépistage commence à l'âge de 40 ans. La question, c'est-à-dire intéressante c'est-à-dire la partie du PSA, est-ce que on doit tenir compte un seul taux de PSA ou bien on doit refaire le dosage de PSA? Et cette question, il y a une réponse d'une étude, elle s'appelle Stockholm. Cette étude Stockholm 3, elle est faite sur 1680 hommes. On bénéficie d'un taux de PSA en premier, puis un redosage 2 mois après. Ils ont trouvé que 17% des hommes ont un taux de PSA normal, revenant normal, après 2 mois, c'est-à-dire de biopsie prostatique. Parallèlement, il y a une autre étude américaine, montre que 40 à 55% des patients ont un taux de PSA revenant normal quelques jours après le premier dosage. Et dans ce cas, une augmentation de taux de PSA doit être devant un taux de PSA élevé. On doit répéter, c'est-à-dire on doit répéter le dosage de PSA pour confirmer, c'est-à-dire ce taux élevé. Ça, selon les sociétés savantes. Un autre point très important, c'est que l'utilisation, et c'est une habitude de quelques collègues devant un taux de PSA élevé, il prescrit aux patients, c'est-à-dire des antibiotiques. Pour lui, c'est une prostatite chronique, on doit la traiter, puis on fait une réévaluation. Non, l'utilisation de l'antibiothérapie, c'est pour les patients symptomatiques, c'est-à-dire l'antibiothérapie ne doivent pas être utilisées pour traiter un taux de PSA élevé chez des patients asymptomatiques. Ici, on parle de la densité du PSA qu'on appelle l'élément clé, c'est-à-dire la démarche diagnostique pour l'indication de la biopsie prostatique. Comme vous le savez, la densité du PSA, c'est le rapport de PSA total sur le volume de la prostate. L'idée principale, c'est que plus la densité de PSA est élevée, plus le risque de cancer augmente. On parle d'une densité de PSA supérieure à 0,1, 0,15 nanoparamètres par cc est déjà suspect et peut être prédictif de cancer. Comme vous voyez, ce tableau montre que c'est un résultat d'un méta-analyse faite à propos de 3600 hommes naïfs de biopsie. Comme vous voyez, plus la densité elle est basse, inférieure à 0,1 nanoparamètre, plus le risque de détection de cancer de la prostate cliniquement significatif il est faible. Et par contre, si la densité elle est supérieure à 0,1, 0,15 nanoparamètres, le taux de détection de cancer de la prostate augmente nettement. Ça, c'est par rapport à la densité. Le tableau fait une corrélation entre la densité de PSA et les PI-RADS. Les PI-RADS, donc plus dans les PI-RADS 4 et 5 et la densité supérieure à 0,15 nanoparamètres, 0,2 nanoparamètres, vous voyez que le taux de détection de cancer de la prostate augmente, arrivant jusqu'à 80%. Et devant toujours les limites des méthodes de diagnostic anciennes, le toucher rectal et le PSA, donc l'IRM prostatique constitue aujourd'hui un tournant majeur dans l'approche diagnostique du cancer de la prostate.
Et l'IRM prostatique connu une évolution majeure au cours de ces dernières années. Sans tarder, je vais faire quelques points, c'est-à-dire d'historique sur l'IRM, si vous me permettez. Initialement, l'IRM est limité aux séquences anatomiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les séquences morphologiques T1, T2. Ça, c'est en 1980. Puis, à partir des années 2000, le développement de l'IRM devenant l'IRM multiparamétrique, le mot multiparamétrique, c'est-à-dire l'association avec d'autres séquences fonctionnelles, c'est-à-dire plus de séquences anatomiques, on voit des séquences fonctionnelles, notamment les séquences de diffusion et de perfusion qu'on utilise actuellement, a permis réellement d'améliorer la détection des cancers cliniquement significatifs. Et depuis le 2012, l'introduction de PIRADS, et au fil des années 2015-2019, on remarque qu'il y a un changement dans les versions, arrivant de la version PIRADS V2 à la PIRADS V2.1, a permis réellement de standardiser l'interprétation des images et d'améliorer la communication entre nous, les urologues et les radiologues. Aujourd'hui, l'IRM prostatique est devenu un examen incontournable dans le diagnostic, c'est-à-dire dans l'indication de la biopsie prostatique, dans le ciblage de la biopsie prostatique, ainsi que la stratification du risque du cancer de la prostate. Donc, l'IRM, comme tous les autres examens radiologiques, nécessite une préparation spéciale. Donc, il faut, c'est-à-dire expliquer aux malades de faire l'abstinence sexuelle 3 jours. Pourquoi? C'est juste pour voir pour voir les vésicules biliaires, séminales, ainsi que le signal au niveau de la paroi des vésicules séminales. D'une part, un lavement rectal pour éviter surtout les artefacts, comme vous voyez dans l'image, donc dans la détection des signaux hypersignales, et le radiologue, il doit connaître, c'est-à-dire les paramètres de dépistage tels que le toucher rectal et le PSA. Comme tous les autres examens, l'IRM a des contre-indications, sont des contre-indications standards, c'est-à-dire les implants métalliques ferromagnétiques tels que les prothèses de la hanche, ainsi que les objets métalliques intraoculaires et quelques dispositifs médicaux implantables comme le pacemaker ou défibrillateur. L'IRM nécessite une préparation un peu particulière, notamment avec les psychologues et nos collègues, les réanimateurs, surtout si le patient est claustrophobe ou bien le patient présente une agitation ou des douleurs, c'est-à-dire à l'immobilité. Et il faut expliquer, c'est-à-dire un régime aux patients c'est-à-dire les patients obèses. Vous le savez, l'anneau c'est-à-dire du tunnel de l'IRM, il ne dépasse pas de 60 cm. Et pour parler de l'IRM, nous, c'est-à-dire l'œil de l'urologue sur l'IRM, nécessite de connaître trois éléments principaux. Quels sont ces éléments? Il faut connaître que l'IRM, il peut s'effectuer sur le générateur de 1,5 Tesla ou bien 3 Tesla. Et donc, c'est lié à ce qu'on appelle l'IRM multiparamétrique. Multiparamétrique par rapport à quoi? Par rapport à plusieurs séquences. D'abord, on commence par la première séquence. Elle s'appelle la séquence morphologique, quelle que soit la coupe, sur la coupe sagittale ou coronale, c'est la séquence pour voir la prostate, la zone, c'est-à-dire la prostate selon la zone la description de la zone des zones de McNeil, pardon. La deuxième, c'est les séquences de diffusion. Donc, et on doit tenir compte de la haute valeur de B. Et la troisième séquence, c'est la séquence de perfusion à haute résolution, c'est-à-dire temporelle, afin d'établir par le logiciel la carte d'ADC. Il y a un truc particulier, c'est que compte tenu de la faible valeur ajoutée à l'injection de produits gadolinium pour la détection de la tumeur, et en absence de tout traitement, c'est-à-dire antérieur, les études actuelles sont faites sur, c'est-à-dire l'IRM biparamétrique, où il y a une étude a été faite, elle s'appelle l'étude, elle s'appelle, c'est-à-dire l'étude, plusieurs études ont été faites dans ce sens, montrent que l'imagerie, c'est-à-dire la comparaison entre la détection du cancer cliniquement significatif par rapport à l'imagerie biparamétrique et l'imagerie multiparamétrique, il n'y a pas vraiment c'est-à-dire d'une infériorité. Elle s'appelle l'étude PRIME. C'est une grande étude, c'est une étude internationale multicentrique faite sur 500 hommes. Ils n'ont pas remarqué la non-infériorité par rapport à l'IRM multiparamétrique et l'IRM biparamétrique. Ils ont trouvé par contre que la réalisation de l'IRM biparamétrique est une solution séduisante pour répondre à la demande croissante de l'IRM prostatique.
Donc, comme vous voyez, c'est-à-dire elle permet de diminuer le coût, le temps de l'examen et ainsi que le risque lié aux produits de contraste. Le compte rendu du l'IRM, un échantillon d'un compte rendu fait chez nous en Algérie, dans les centres hospitaliers universitaires. Donc, comme vous voyez, le compte rendu doit comporter l'identité de patient, le nom et le prénom, ainsi que l'âge. La technique, c'est-à-dire du l'IRM, il faut vérifier si les trois séquences sont présentes, notamment la séquence morphologique T2, la séquence de diffusion, la séquence de perfusion, ainsi que la valeur de B et l'injection de gadolinium. Un autre point très important, c'est la densité du PSA. Et puis, la description de la lésion selon la cartographie par IRATS, donc par rapport à la zone périphérique, zone de transition, la taille de la lésion et ainsi que le siège de la lésion. N'oublie pas que l'IRM prostatique fait aussi le bilan d'extension, c'est-à-dire loco-régional, à la recherche d'une effraction capsulaire atteinte des vésicules séminales ou s'il y a ou non des ganglions. Donc, selon les sociétés savantes, la réalisation de l'IRM prostatique avant la biopsie, c'est-à-dire prostatique, est recommandée. Et cette recommandation, comme vous voyez, selon les sociétés savantes, c'est une recommandation forte. Elle est faite, c'est-à-dire cette recommandation, elle a été validée c'est-à-dire en 2018 suite à une grande étude. Elle s'appelle l'étude de précision. C'est une étude multicentrée randomisée faite par publiée par monsieur Kazevis Van Atten, et donc montre que cette étude compare des biopsies prostatiques systématiques éco-guidées à une stratégie de biopsie prostatique ciblée par, c'est-à-dire l'IRM. Ils ont trouvé que cette étude montre qu'il y a une meilleure détection de cancer de la prostate clinique, c'est-à-dire significatif par les biopsies ciblées à l'IRM par rapport à la stratégie de biopsie systématique, c'est-à-dire éco-guidée. Et ce taux arrivant jusqu'à 38% contre 26% des biopsies systématiques. Ces résultats ont conduit les sociétés savantes à recommander, c'est-à-dire la réalisation de l'IRM multiparamétrique avant la biopsie prostatique. Et dans ce sens, il y en a plusieurs études ont été faites dans ce sens, notamment la deuxième étude, Amara et First, montre que l'utilisation de l'IRM prostatique avant la biopsie prostatique permet de donner des meilleurs résultats de détection des cancers cliniquement significatifs. Toujours dans le même sens, l'étude de précision a montré que l'utilisation de l'IRM prostatique avant la biopsie prostatique, c'est pas uniquement pour la détection de cancers cliniquement significatifs, mais aussi permet, c'est-à-dire de cibler les lésions, d'améliorer, c'est-à-dire la détection des cancers cliniquement significatifs. Le mot cliniquement significatif, c'est-à-dire les UP supérieurs ou égal à 2. Les UP, c'est le glison 7, donc c'est l'ancienne définition de anatomopathologie, oui, ou bien les lésions PIRATS supérieures ou égal à 3. Donc, ça, premièrement. Deuxièmement, c'est de sélectionner les patients candidats pour une thérapie focale grâce au repérage de l'IRM prostatique. Et troisièmement, l'IRM permet de guider des biopsies ciblées, donc diminuer le nombre des biopsies et par conséquent diminuer les complications post-biopsiques. En général, l'IRM multiparamétrique, c'est-à-dire nous, les urologues, quand on voit, c'est-à-dire l'IRM, on dit c'est une lésion tumorale ou non, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la description radiologique de la lésion. À l'IRM, le cancer de la prostate se présente souvent, apparaît, c'est-à-dire sous forme d'une lésion nodulaire. Elle est en hypersignal, en T2, comme on a dit dans les séquences morphologiques, et en hypersignal à la séquence de diffusion. Et puis, surtout, c'est le B, il est élevé, et en hyposignal, c'est-à-dire à la carte d'ADC. En général, le cancer de la prostate cliniquement significatif présente un rehaussement précoce, c'est-à-dire après injection de gadolinium, et ce qu'on appelle le phénomène de watch-it. Donc, le PIRATS classe ces lésions en cinq types.
Donc, le plus important pour nous, c'est le PIRATS 1 et 2. Si on trouve à l'IRM PIRATS 1 et 2, dans ce cas, c'est-à-dire pas d'indication de biopsie prostatique. Pourquoi? Parce qu'en absence de suspicion de cancer cliniquement significatif. Dans le cas contraire, en revanche, PIRATS 4 et 5, il y a une forte suspicion de cancer de la prostate cliniquement significatif où il y a une indication de biopsie. Le dilemme reste dans le PIRATS 3. Le PIRATS 3, il a l'indication au nom de la biopsie basée sur non seulement l'IRM PIRATS 3, mais aussi aux paramètres cliniques et biologiques. Les paramètres cliniques, c'est-à-dire selon les sociétés savantes françaises publiées dernièrement dans les recommandations 2024-2026, montrent que si devant un PIRATS 3, si le patient ne présente pas des facteurs de risque d'antécédents de cancer de la prostate dans la famille, ainsi qu'un taux de PSA inférieur, la densité de PSA inférieure à 0,1 nano par ml, là, on propose au patient une surveillance. Par contre, dans le cas contraire, si le patient présente un PIRATS 3 avec des antécédents dans la famille du cancer de la prostate ou bien une densité de PSA supérieure à 0,15 nano par ml, là, il y a l'indication d'une biopsie prostatique notamment ciblée, mais aussi systématique. Et vous voyez, c'est-à-dire le bouleversement de schéma de la feuille 2024 vers 2026 inclut dans le PIRATS 3 les paramètres cliniques, c'est-à-dire les antécédents familiaux du cancer de la prostate et la densité du PSA. Cet algorithme, comme vous voyez, permet de représenter d'une manière synthétique et structurer la démarche diagnostique du cancer de la prostate, en débutant par le dépistage, c'est-à-dire sur le dépistage du cancer de la prostate, selon les dernières recommandations. Un dépistage de cancer de la prostate, comme je l'ai dit, il est, c'est-à-dire indiqué pour tous les hommes au-delà de l'âge de 50 ans. Mais quand est-ce qu'on arrête ce dépistage? Chez les hommes, dans la tranche d'âge, elle est située entre 50 et 59 ans, le dépistage de cancer de la prostate chez ces hommes, si le taux de PSA il est inférieur à 1 nano par ml, il se fait qu'après 5 ans. Par contre, chez les hommes qui dans la tranche d'âge située entre 60 et 70 ans, si le taux de PSA il est inférieur à 1 nano par ml, on arrête le dépistage. En fonction de, et quel que soit le taux de PSA, quel que soit le taux de PSA, quelle que soit la tranche d'âge, si le taux de PSA il est supérieur à 3 nano par ml, dans ce cas, avec une anomalie ou non au toucher rectal, on doit indiquer la réalisation d'une IRM. Pourquoi? Car grâce à l'IRM, c'est-à-dire la cartographie PIRATS, on peut indiquer au nom la biopsie prostatique. Sans tarder, et je vais passer à la biopsie prostatique. La biopsie prostatique, donc, passe par, c'est-à-dire les premiers efforts de la biopsie prostatique ont été faits en 1922 par Benjamin à l'hôpital Memorial du New York. Cette approche, ce monsieur, il a utilisé une aiguille à pointe visée et il a fait des biopsies de la prostate, c'est-à-dire par voie périnéale, par voie chirurgicale. Depuis 2022, il y a plusieurs, comme vous voyez, il y a plusieurs, c'est-à-dire méthodes, il y a plusieurs, c'est-à-dire techniques ont été faites dans ce sens jusqu'à l'année 1981 où il y a une apparition de la sonde c'est-à-dire la sonde échographique endorectale où Monsieur Holm, il a fait une biopsie transpérinéale éco-guidée. À partir depuis l'événement, c'est-à-dire de l'apparition du pistolet de biopsie en 1989, nous avons remarqué et jusqu'à l'heure actuelle, plusieurs collègues, ils utilisent la biopsie transrectale et à partir de 1989, malheureusement, la voie transpérinéale est abandonnée jusqu'à l'année 2021 où il y a un débat et les recommandations de l'AU sont privilégier la biopsie transpérinéale suite à 3 études qu'on va voir, c'est-à-dire dans les slides suivants, 2024 où la biopsie, c'est-à-dire transpérinéale, montre, c'est-à-dire sa place et c'est-à-dire ses avantages par rapport à la biopsie transrectale. Comme vous le savez, il y a 2 techniques pour faire la biopsie prostatique. La plus utilisée, c'est-à-dire et la plus pratiquée par la majorité de nos collègues, c'est la biopsie par voie transrectale, c'est-à-dire les prélèvements réalisés au travers la paroi rectale. Par contre, actuellement, de plus en plus, on voit c'est-à-dire la généralisation de la voie transpérinéale ou c'est-à-dire les carottes, c'est-à-dire réalisées à travers la peau du périnée.
On commence par je vais présenter 3 cas cliniques, sont des cas réels faits au niveau de notre centre hospital universitaire où je pratique ma spécialité. Donc, c'est le centre hospital universitaire de l'hôpital Issa Hassani à Beni Messous à Alger, en Algérie. Donc, c'est le premier cas, c'est monsieur KM, âgé de 65 ans. Ce monsieur présente HTA, une hypertension artérielle bien équilibrée, il est sous traitement. Ce patient ne présente pas de diabète, ni d'antécédent d'infection urinaire ou de prostatique. Ce patient n'a pas pris d'antibiothérapie dans les 6 derniers mois. Aucun geste urologique n'est fait, c'est-à-dire chez lui. Pas d'antécédent d'allergie médicamenteuse, pardon, et aucun, c'est-à-dire antécédent de cancer de la prostate dans la famille. L'examen clinique, c'est un patient bien portant avec un toucher rectal qui montre une légère induration du lobe droit, mais sans, c'est-à-dire masse palpable extracapsulaire. Un taux de PSA chez ce patient est demandé dans le cadre de dépistage. C'est un patient, nous sommes en train de faire des campagnes de dépistage annuelles au mois de novembre, ce qu'on appelle le mois de novembre de dépistage de cancer de la prostate. Ce monsieur, il a bénéficié d'un taux de PSA lors du mois de novembre 2024. Et ce taux est revenant en faveur de 6,8 nanos par ml. Donc, le taux il était élevé. Nous avons redemandé un autre taux, c'est-à-dire devant l'élévation du taux de PSA, c'est-à-dire lors de la campagne de dépistage. Un autre taux est réalisé quelques jours plus tard, c'est-à-dire au niveau de notre centre, pour confirmer toujours le taux élevé. On a trouvé un taux de PSA supérieur à 6,8 nanoparamètres. Et ce taux, il est confirmé avec un UCBU, c'est-à-dire il est réalisé en même temps avec un UCBU pour éviter, c'est-à-dire la notion d'une prostatite, d'une infection, c'est-à-dire urinaire, qui est comme un facteur augmentant le taux de PSA. Ce patient, nous avons demandé un bilan rénal pour ce patient et nous avons trouvé que ce bilan, il est normal, comme c'est un hypertendu à titre préventif. Qu'est-ce que vous proposez pour ce patient? Alors, il vous suffira de répondre directement dans la discussion. Le premier cas clinique est présenté, donc nous vous écoutons. D'accord. Est-ce que je continue à présenter ou bien j'attends les réponses? Nous pouvons consacrer environ 1 minute pour voir d'autres réponses dans la discussion, puis continuer, docteur. Très bien. Et du coup, vous pouvez me dire à peu près la réponse de tout le monde? Oui, nous avons Monsieur Pilazi qui propose une IRM cérébrale, une IRM prostatique plutôt, pas cérébrale. Je me suis dit comment? Très bien. Donc, c'est vrai, c'est l'IRM, selon, comme je l'ai dit déjà dans les slides auparavant, c'est qu'on demande systématiquement, devant 2 taux de PSA élevés et un toucher rectal suspect, on demande systématiquement une IRM, notamment c'est un patient jeune. Donc, et c'est vrai, nous avons réalisé une IRM multiparamétrique qui répond à 1,5 Tesla et répond en version 2.1. Nous avons remarqué, comme vous voyez dans le slide, ce patient réellement présente un nodule au niveau, c'est-à-dire de la zone périphérique, comme vous voyez, c'est la zone périphérique postérieure de droite. Donc, c'est un nodule qui est fait à peu près de 12 fois 9 fois 10 millimètres sur une prostate de 42 cc avec une densité supérieure à 0,1 nanoparamètres. Donc, ce nodule, comme vous voyez dans la première, c'est-à-dire à droite, le T2 axial, il est en hypersignal. Alors là, par rapport au B2000, il est aussi en hypersignal, c'est-à-dire à la séquence de diffusion. Et lorsqu'on applique la carte de logiciel d'ADC, nous avons remarqué que ce nodule est devenant hyposignal avec à l'image, c'est-à-dire de DCE, il y a une hypersignal de watch-in, ce qu'on appelle une hypersignal à l'injection de produits de contraste, et ce nodule témoigne, c'est-à-dire en faveur d'une lésion suspecte au niveau de la zone périphérique postérieure du lobe droit de la prostate, classée PIRATS 4. Effectivement, ce patient est un candidat pour la biopsie prostatique. Deuxième
cas et on va discuter cas par cas pour c'est-à-dire la technique qu'on va utiliser pour devant ces cas ces trois cas cliniques à présenter. Notre deuxième patient, c'est monsieur, sont des patients réels, hein, c'est des patients, c'est-à-dire réalisés au niveau de notre centre. C'est monsieur CA, âgé de 70 ans. Ce monsieur présente un diabète type 2 malheureusement déséquilibré et à l'histoire, c'est-à-dire urologique, nous avons trouvé que ce patient, c'est-à-dire présente de multiples épisodes de prostatite bactérienne, documenté et traité par médecin de famille. Donc, mais devant la persistance des infections, le médecin de famille a demandé aussi un taux de PSA et revenant élevé, 17 nanoparamètres, orienté chez nous, les urologues, pour éventuelle prise en charge spécialisée. Nous avons mis le patient sous antibiothérapie, c'est-à-dire le SUBU positif, et nous avons demandé un taux de PSA de contrôle 3 mois après l'arrêt de l'antibiotique. Et nous avons remarqué que le taux, c'est-à-dire le premier taux de contrôle, il était à 11, puis le deuxième taux, quelques jours après, il est à 8,5. Donc, et le deuxième taux, nous avons demandé avec, en même temps, parallèlement à l'USBU, et nous avons tenir compte de ce taux élevé par rapport à l'USBU négatif. Donc, vous, qu'est-ce que vous proposez ce patient? J'ai oublié de vous dire, c'est que ce patient, on a fait un toucher rectal chez notre monsieur CA. Nous avons trouvé que c'est une prostate de volume légèrement augmenté. Il n'y a pas de nodule, c'est-à-dire palpable, et le sillon, il est conservé. C'est-à-dire, c'est au toucher rectal, il n'y a pas d'anomalie. Vous proposez quoi à votre patient? Alors, par rapport au deuxième cas clinique, qu'est-ce que vous proposez? Nous avons monsieur Pilazi, volume prostatique pour calculer la densité. C'est ce que lui, il Très aurait bien. fait. Là-dedans, il y a un point. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, hein? Nous, on pratique généralement, c'est-à-dire dans notre, c'est-à-dire consultation, une réno-vésico-prostatique pour nos patients. Et comme vous le savez, la densité du PSA, elle est donnée par le volume de la prostate, mesuré à l'IRM. C'est-à-dire l'IRM donne plus de précision du volume de la prostate que l'échographie trans-abdominale, ce qu'on appelle l'échographie suspubienne ou l'échographie abdominopelvienne. Mais devant persistance toujours d'un taux de PSA élevé malgré une antibiothérapie bien conduite, un SUBU stérile, chez un patient toujours avec une espérance de vie supérieure à 10 ans, on réalise systématiquement chez nous une IRM de la prostate. Pourquoi? Pour la simple raison, l'IRM à la recherche d'un foyer, c'est-à-dire suspect au niveau de la prostate. Et vous voyez le compte rendu, ce patient présente un volume de la prostate à 86 et nous avons mesuré la densité. Le médecin radiologue, il a mesuré la densité, c'est-à-dire de PSA par rapport au volume, c'est-à-dire de prostate indiqué à l'IRM. Et nous avons trouvé qu'il y a un foyer au niveau de l'apex gauche. Ce foyer, il est classé par IRATS 5. Ce patient, il a bénéficié d'une biopsie prostatique et on va voir au fur et à mesure comment on a réalisé, c'est-à-dire les biopsies chez patients. Juste pour vous dire que le troisième et le dernier cas clinique, c'est monsieur DR, âgé de 75, c'est un monsieur DR, âgé de 57 ans. C'est un patient qui présente un antécédent de cancer de la prostate c'est-à-dire chez la famille, donc chez son père et son oncle. Ce patient il s'est présenté chez l'urologue pour des symptômes de bas appareil urinaire type pollakiurie et dysurie. Et un toucher rectal est réalisé systématiquement lors de la consultation. Nous avons trouvé une prostate légèrement augmentée de volume, elle est indolore et son nodule suspect. Donc, nous avons demandé un taux de PSA et le taux de PSA chez ce patient jeune avec un antécédent de cancer dans la famille, revenant en faveur, c'est-à-dire deux taux successifs, revenant en faveur de 2 nanogrammes par ml. Donc, on commence toujours par un traitement, c'est-à-dire un traitement à type d'alpha-bloquant, et on redemande un autre taux de PSA un mois après, c'est-à-dire pour le contrôle. Et après un mois, ce patient revenant toujours avec un taux de 9 nanoparamètres. Donc, un toucher rectal a été réalisé chez ce patient. Nous n'avons rien trouvé. C'est une prostate légèrement augmentée de volume, sans anomalie.
Nous avons demandé une IRM. Comme vous voyez, l'IRM montre, la description de notre collègue radiologue montre qu'il y a vraiment une présence d'une lésion aux alentours, c'est une lésion lenticulaire. Elle est de 17 mm en hyposignal T2 et c'est avec une hypersignal de diffusion et franche restriction, c'est-à-dire à la cartographie ADC, classée PIRAT 5. Cette lésion, elle est située au niveau de la zone antérieure de l'apex, c'est-à-dire de tiers inférieur de l'apex. Et nous avons réalisé une biopsie chez notre patient. Donc, ces trois patients, nous avons réalisé chez trois patients une biopsie prostatique. Le premier cas, nous avons réalisé une biopsie prostatique transrectale et les deux autres cas, nous avons réalisé une biopsie transpérinéale. Par rapport à quoi? C'est toujours par rapport aux recommandations. Comme vous voyez, les recommandations, c'est-à-dire les dernières recommandations françaises de la FU publiée en 2024-2026 sur c'est-à-dire la prise en charge diagnostique et thérapeutique cancer de la prostate montre que concernant, c'est-à-dire la biopsie prostatique, quelle que soit la voie transpérinéale ou bien la voie transrectale, ne nécessite pas un bilan avant. C'est-à-dire, il ne faut pas faire un UCBU avant la biopsie ou bien c'est-à-dire un bilan d'hémostase avant la biopsie, sauf si le patient présente des troubles de la coagulation. Ça, d'une part. D'autre part, quelle que soit la voie transrectale ou transpérinéale, la biopsie ne nécessite pas un lavement rectal. Donc, le type de c'est-à-dire d'antisepsie qu'on utilise pour les biopsies prostatiques, nous, en Algérie, réellement, sur le plan pratique, on utilise un lavement rectal, c'est-à-dire on utilise des régulax, c'est-à-dire laver le rectum avant d'introduire, c'est-à-dire 2 heures avant d'introduire la sonde en endorectal, soit par la voie transrectale ou bien par la voie transpérinéale. Mais comme vous voyez, les recommandations disent que il ne faut pas faire un lavement rectal. C'est juste d'utiliser les antisepsis, par exemple, l'iosine, d'utiliser c'est-à-dire la bétadine en intrarectal permet c'est-à-dire d'accélérer le lavement rectal et, c'est-à-dire comme un antiseptique de diminuer, c'est-à-dire la concentration bactérienne. L'antibioprophylaxie garde toujours sa place pour la biopsie transrectale car on traverse la paroi rectale où il y a toujours la flore bactérienne. Par contre, l'avantage de la voie transpérinéale, on n'utilise ni l'antibiothérapie, c'est-à-dire avant, ni au cours, ni après la biopsie prostatique. Chez nous, en Algérie, pour être honnête et clair, quand on indique la voie transrectale, on fait un lavement rectal la veille et le jour, c'est-à-dire 2 heures avant le geste. Ça, d'une part. D'autre part, on utilise les antibiotiques avant, c'est-à-dire la biopsie transrectale, et on continue l'antibiothérapie. En général, on utilise les ciprofloxacines pendant 10 jours pour la voie transrectale. Par contre, pour la voie transpérinéale, c'est vrai, on fait c'est-à-dire le lavement rectal, mais on n'utilise pas les antibiotiques. C'est-à-dire on fait une biopsie transpérinéale sans antibiothérapie, ni antibioprophylaxie, c'est-à-dire ni antibioprophylaxie ni antibiothérapie. Toujours dans la préparation de la biopsie, les recommandations montrent que, c'est-à-dire si le patient il est sous anticoagulant, il faut faire la part des choses. Si le patient est pris de l'aspégique, quelle que soit la voie, d'abord transrectale ou transpérinéale, on peut la faire, c'est-à-dire on n'arrête pas l'aspégique. Par contre, si le patient présente d'autres anticoagulants tels que par exemple le Plavix ou bien c'est-à-dire le Centrum et tout, là la conduite elle est différente. Chez nous, on travaille toujours avec nos collègues les cardiologues afin d'établir le schéma, c'est-à-dire exact. Si le patient présente par exemple le Biopexin, on fait un arrêt d'anticoagulant 3 jours avant, sans relais. Par contre, si le cas de patient, il prend du Centran, on fait un arrêt d'anticoagulant de Centran et on fait le relais par le Lovenox c'est-à-dire on fait un TPINR la veille de la biopsie prostatique pour vérifier la marge de biopsie. En général, elle est de 70 à 80, c'est-à-dire de TP.
Donc, comme vous voyez, selon les recommandations, on respecte, c'est-à-dire les recommandations. Pour parler de la biopsie prostatique, comme vous voyez, ça c'est notre bloc opératoire. La biopsie, elle se fait dans le bloc opératoire, ça c'est en respectant, c'est-à-dire la législation algérienne, comme c'est un geste invasif, on le fait au bloc opératoire. Mais on peut les faire, c'est-à-dire en ambulatoire, au niveau, c'est-à-dire des cabinets, c'est-à-dire en ambulatoire. Donc, nécessite une petite préparation, c'est-à-dire avant de faire l'entrée au patient, on doit préparer le climat au patient pour la biopsie prostatique. Toujours, on doit rassurer le patient, on doit expliquer les deux, c'est-à-dire technique, la transrectale et transpérinéale, et les avantages et les inconvénients de chaque technique, et la préférence, c'est-à-dire de l'urologue praticien, et avoir le consentement du patient. Avant de faire entrer le patient au bloc, en général, on prépare la table. Donc, on prépare la table, c'est-à-dire de bloc opératoire. Elle doit être en procubitus. Ça, c'est la table pour la biopsie transpérinéale. Et on met les deux jambières. La préparation aussi, c'est-à-dire de l'écho, comme vous voyez, on prépare aussi la sonde de l'échographie. Donc, pour la biopsie transpérinéale, comme vous voyez, nous disposons un générateur d'échographe. Il s'appelle le General Electric, avec une sonde spécialement pour la biopsie transpérinéale. C'est le C7, c'est le E7, C8 à double plan, L et C. Comme vous voyez, c'est une sonde avec deux films, un coronal et un film sagittal. C'est pour cette raison elle s'appelle la sonde biplan. Et on prépare la sonde. S'il y a des lingettes antiseptiques, on l'utilise. S'il n'y a pas de lingettes, en général, on désinfecte la sonde par la bétadine. Et on fait un film protecteur. En général, en Algérie, on utilise les préservatifs comme un film protecteur de la sonde. Comme vous voyez dans la table, il y a le kit de biopsie. On utilise le kit c'est-à-dire de 18 gauges avec la carotte de 22 mm. Le deux seringues remplis par la xylocaïne 2%. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise la xylocaïne 2%, 10 cc de xylocaïne 2%, dilué dans 10 cc de sérum salé physiologique. On fait la dilution, c'est-à-dire de la xylo, et on utilise une aiguille, comme vous voyez, l'aiguille Chiba, l'aiguille de 22 gauche, pour l'instillation profonde de la xylocaïne. Une aiguille simple, en général l'aiguille orange ou bien l'aiguille verte pour l'instillation cutanée, c'est-à-dire sous-cutanée. Par contre, l'aiguille Chiba, on l'utilise pour l'instillation profonde. Logiquement, on doit, c'est-à-dire mettre nos carottes dans des flacons, dans des tubes secs, c'est-à-dire contient au début de sérum, puis à la fin, on met du formol pour le fixer, c'est-à-dire les carottes, et quelques compresses pour le badigeonnage. Comme vous voyez, c'est une vidéo. Cette vidéo montre c'est une vidéo montre, c'est-à-dire la technique. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par le badigeonnage de la région périnéale où on va instiller, c'est-à-dire on va instiller, c'est-à-dire la xylocaïne, c'est-à-dire la xylocaïne et cutanée, c'est-à-dire on commence par l'infiltration. Je voulais juste accélérer un petit peu pour ne pas, voilà. Vous voyez, ça, on fait le premier, après le deuxième badigeonnage. Et on commence par l'infiltration cutanée, c'est-à-dire au premier, le patient, excusez-moi, j'ai oublié de vous expliquer, le patient, il est en position de lithotomie avec une hyper, c'est-à-dire flexion des jambes sur l'abdomen. Soit on demande au patient c'est-à-dire prendre le scrotum vers le haut, c'est-à-dire tirer le scrotum vers le haut, ou bien de préférence d'utiliser, c'est-à-dire l'élasto ou de sparadrap pour éviter, c'est-à-dire d'avoir les testicules tombés sur la région où on doit faire la biopsie. Après avoir discuté avec le patient, on commence par, c'est-à-dire l'infiltration de la région
de la région cutanée. Donc, on fait l'infiltration de la région cutanée, c'est-à-dire l'infiltration du nerf pudendal S3 qui innerve, c'est-à-dire la région, cette région qui est limitée de part et d'autre c'est-à-dire de l'urètre postérieur sur un triangle, comme vous voyez dans l'image. Il est de 2 centimètres de la ligne transversale de part et d'autre, c'est-à-dire de la ligne médiane, et 3 centimètres parallèlement à le rafet médian qui est situé dans la zone qui est située entre le bas du scrotum et l'anus. En général, c'est la voie d'abord pour faire l'uréterographie termino-terminale. Donc, c'est la même voie d'abord, c'est la voie périnéale. Cette voie est située entre le bas du rectum et l'anus. Donc, on trace un cadran. Ce cadran, c'est le trajet c'est-à-dire de nerf pudendal, d'une racine du nerf pudendal. Elle s'appelle le S3. Et on commence par, comme vous voyez, l'infiltration cutanée douce et sous-cutanée en additionnant un cadre limité, c'est-à-dire par 2 centimètres de la ligne transversale par rapport au rafet médian et 3 centimètres de la ligne transversale, de la ligne perpendiculaire parallèlement à la ligne de rafet médian. Donc, cette infiltration aussi, elle est importante. Ces données sont très importantes, c'est-à-dire pour au moins assurer une première anesthésie et c'est-à-dire cutanée et pour rassurer le patient. Et la deuxième étape, c'est qu'on commence par l'introduction douce de la sonde de la sonde, c'est-à-dire endorectale biplan. Comme vous voyez, donc introduction douce de la sonde, après lubrification à l'aide de la xylogel et on utilise du gel de l'échographe pour voir et on fait une exploration dans le plan axial pour voir la vessie et pour voir la prostate selon l'anatomie de McNeil, c'est-à-dire la zone périphérique et la zone centrale. Puis, on passe c'est-à-dire à l'application du guide qu'on utilise pour la biopsie sur la sonde endorectale et voir, comme vous voyez, la coupe sagittale. Cette coupe sagittale permet de voir, comme vous voyez ici, c'est une coupe sagittale. Les biopsies transpérinéales se fait sur la coupe sagittale de la sonde biplan endorectale. Comme vous voyez, ça c'est la vessie en noir et ça c'est la prostate. En haut, en hyperéchogène, c'est le pubis et en bas aussi en hyperéchogène ligne fine, en hyperéchogène, c'est la paroi rectale. Donc, probablement dans cette image, vous allez voir mieux. Donc, excusez-moi. Voilà. Donc, on commence par l'infiltration profonde de la xylo. L'infiltration de la xylo se fait dans le triangle, à travers la peau. Dans le triangle, ce triangle est limité par quoi? Il est limité par le sphincter, c'est-à-dire de la prostate, l'apex de la prostate, la paroi rectale et la paroi rectale et l'apex de la prostate. Ce triangle, on commence, comme vous voyez dans l'image, on commence par l'instillation profonde de tissu musculaire du périnée vers ce triangle et on fait, c'est-à-dire le bloc périprostatique allant vers les vésicules séminales. Et cette image montre, c'est-à-dire les différents types de biopsies. On commence par l'étage postérieur, c'est-à-dire biopsie périphérique, allant, c'est-à-dire de la zone périphérique, de la zone périphérique interne et externe, et donc allant c'est-à-dire de l'apex vers la base, toujours en balayant la sonde de droite à gauche et c'est-à-dire de haut en bas. Donc de haut en bas. Du coup, vous voyez l'image à la sonde biplan, elle est complètement différente à l'image à la sonde endorectale monoplan. Et vous voyez qu'on peut faire des biopsies étagées allant de la zone périphérique à la zone antérieure, c'est-à-dire et on peut accéder à n'importe quel étage c'est-à-dire de la prostate, quelle que soit la zone périphérique ou la zone de transition, et même les zones qui sont moins accessibles à la biopsie transrectale, telles que la zone antérieure et ainsi que l'apex, donc sont très accessibles à la voie transpérinéale. Comme vous voyez, c'est quelques échantillons, quelques vidéos réalisées au niveau de notre bloc montrent, c'est-à-dire l'accès comme vous voyez dans le dernier, l'accès à la zone antérieure pour faire des biopsies. À la fin, on met une compresse
c'est-à-dire compressif, avec un pansement compressif, et l'ensemble des carottes, c'est-à-dire mettez dans des tubes numérotés, et chaque tube montre la zone à biopsie selon c'est-à-dire un schéma établi par notre, c'est-à-dire structure par rapport à la zone, par rapport à la biopsie transpérinéale. Le 13e tube, en général, c'est le tube ciblé. On fait en général, nous, selon cette sonde, on fait des biopsies prostatiques transpérinéales cognitives avec des biopsies ciblées, c'est-à-dire parallèlement, on fait des biopsies ciblées suite à la description radiologique PIRATS à l'IRM. Et on lui met les biopsies ciblées toujours dans le tube, nommé tube 13. Donc, le schéma établi par notre, c'est-à-dire centre. Revenons toujours vers c'est-à-dire l'association, vers les recommandations des sociétés savantes. Comme vous le savez, la différence, comme vous le savez, la biopsie prostatique est un geste quand même invasif et on peut avoir des complications minimes, voire graves post-biopsie prostatique. Et ces complications, en général, sont les complications infectieuses en premier lieu, les complications hémorragiques, puis des complications, c'est-à-dire urinaires et sexuelles. En général, par rapport, c'est-à-dire selon notre petite expérience dans le service, nous avons arrivé à réaliser plus de 150 biopsies prostatiques transpérinéales dans un délai de 2 ans. Nous avons remarqué que les patients où on bénéficie parallèlement, nous avons réalisé aussi 100 biopsies prostatiques par voie transrectale et nous avons remarqué que les complications avec infection sont nettement marquées par rapport dans les biopsies transrectales par rapport aux biopsies transpérinéales. Quelques cas sont déclarés d'infection urinaire dans la biopsie prostatique transpérinéale, suite à quoi nous avons trouvé quelques explications. Premièrement, sont des nodules que nous avons piqué, des nodules prostatiques échographiquement visibles. C'était en rapport avec des nodules, c'est-à-dire d'une infection encastrée dans la prostate. Et la deuxième, surtout s'il y a c'est-à-dire si la paroi rectale fait une sorte d'un repli sur, c'est-à-dire le triangle où on va instiller l'axilo. Et le passage de l'aiguille, c'est-à-dire pour la biopsie, surtout pour l'apex et notamment pour, c'est-à-dire la zone périphérique postérieure, on passe par la paroi rectale. Et de ce fait, le patient fait une bactériémie. Donc, ces cas d'infection urinaire trouvés à la biopsie transpérinéale sont expliqués par ces deux causes. Par contre, à la tendance rectale, nous avons commencé au début d'utiliser uniquement l'antibioprophylaxie, c'est-à-dire de la ciprofloxacine à la dose de 1 gramme avant, c'est-à-dire la biopsie transrectale. Et nous avons remarqué presque plus de 20 patients revenant c'est-à-dire 24 heures après ou 48 heures avec c'est-à-dire des bactériémies et des sepsis nécessitant une hospitalisation et une antibiothérapie par voie parentérale. D'où nous avons recommandé dans notre service d'utiliser l'antibioprophylaxie avant et de continuer l'antibiothérapie post-biopsie prostatique transrectale. La deuxième complication, selon notre petite expérience, c'est les complications hémorragiques. Il y a 2 cas de biopsie transrectale, malheureusement hospitalisés dans notre centre et dans l'unité de réa suite à des rectorragies de grande abondance. Nous avons arrêté ces rectorragies de grande abondance par l'utilisation d'une sonde prostatique à 3 voies. Nous avons gonflé le ballonnet en intrarectal pour étirer, pour comprimer, c'est-à-dire les veines, c'est-à-dire le pédicule veineux de l'anus. Et heureusement, les patients sont vivants et c'est-à-dire la complication est gérée. Et en même temps, parallèlement, nous avons utilisé des c'est-à-dire des hémostatiques par voie IV telles que le distinone. Donc, ça, c'est par rapport à la voie transrectale. Par rapport à la voie transpérinéale, nous avons constaté de temps en temps des érythroragies. Et quand on veut faire, surtout dans les grosses prostates, qu'on veut faire de passer d'un lobe à un autre, parfois on pique l'urètre
à plusieurs reprises c'est-à-dire sans faire attention, et le patient présente des érythrorragies c'est-à-dire post-biopsie ou parfois même au cours, c'est-à-dire de la biopsie. Et ces érythrorragies, il y a quelques cas où on a fait c'est-à-dire de ligature, c'est-à-dire on a clampé la verge et c'est-à-dire nous avons conseillé le patient de boire beaucoup d'eau, et heureusement ces complications aussi sont gérées c'est-à-dire sans signe de gravité. La complication aussi, c'est-à-dire la troisième complication post-biopsie prostatique, c'est les complications urinaires. En général, les patients c'est-à-dire biopsie transrectale, ils se présentent pour des rétentions, soit des rétentions urinaires aiguës où on prescrit des alfusoxines avec, c'est-à-dire en renforcement d'antibiotiques, et l'anomalie, c'est-à-dire la rétention rentre dans l'ordre, ou bien c'est des patients déjà c'est-à-dire antécédents de faire des rétentions aiguës sur un fond chronique, et dans ce cas, on met une sonde vésicale pour les soulager, soit des sondes à demeure, ou bien on utilise des sondes, c'est-à-dire d'autosondage. Ce genre de complications, heureusement, nous avons pas rencontré dans les biopsies transpérinéales. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que dans les biopsies transpérinéales, et suite à un interrogatoire de 2 jours ou 3 jours après, par des communications parfois téléphoniques après la biopsie transpérinéale à nous malades, nous avons constaté que le patient rapporte vraiment la notion d'une dysfonction érectile transitoire, c'est-à-dire c'est une dysfonction érectile qui persiste jusqu'à 3 semaines et puis entre dans l'ordre, sachant que ces patients ne présentent pas déjà des problèmes érectiles avant. Donc, nous avons remarqué cette complication remarquable dans les biopsies prostatiques transpérinéales. Et parfois, nous avons fait recours à l'utilisation des inhibiteurs de la 5-phosphodiesterase pour, c'est-à-dire pallier cette complication. Donc, ces complications sont décrites, comme vous voyez, dans les recommandations, et c'est-à-dire, et c'est des complications dues, c'est-à-dire à la technique, c'est-à-dire à la technique de biopsie. Sans tarder, donc, selon les recommandations toujours françaises, donc, ces dernières années, nous avons remarqué, c'est-à-dire le retour vers la biopsie prostatique transpérinéale. La plupart des gens peur de la biopsie prostatique transpérinéale par rapport, c'est-à-dire c'est-à-dire à l'anesthésie, c'est-à-dire à la technique d'infiltration d'anesthésie. Mais réellement, cette technique, elle a beaucoup d'avantages par rapport à la voie transrectale. Et quand vous voyez 3 grandes études, l'étude Perfect, c'est l'étude Prevent, et l'étude ProBC, c'est des études avec c'est-à-dire un nombre important, surtout l'étude ProBC, montre que le risque infectieux, il est nettement inférieur par rapport à la biopsie transrectale, ainsi que la détection du cancer de prostate cliniquement significatif, il est nettement supérieur dans la voie transpérinéale, et de ce fait, donc, ce qui rend cette voie sur ces dernières années, c'est-à-dire une voie de préférence par rapport à la voie transrectale. Donc, selon notre étude, nous avons dans le service, nous avons remarqué que montre, c'est-à-dire ses avantages par rapport vis-à-vis nos patients. Comme vous voyez, le deuxième patient qui présente des infections urinaires récidivantes, et en plus il fait c'est-à-dire traiter, et il présente, c'est-à-dire des paramètres de PSA et toucher rectal ainsi que l'IRM en faveur c'est-à-dire de cancer de la prostate. Nous avons réalisé chez lui une biopsie transpérinéale. Et ce patient, nous avons demandé une analyse urinaire post-biopsie, c'est-à-dire une semaine après, et nous n'avons pas trouvé une infection urinaire. Donc, vu dans la place remarquable de cette technique chez ce patient, ça c'est un échantillon. Le deuxième échantillon que je l'ai présenté aussi, c'est la place de la biopsie prostatique dans les zones antérieures. Nous avons réalisé chez ce patient particulièrement qui présente une zone lenticulaire c'est-à-dire le tiers inférieur de l'apex de la zone antérieure, nous avons réalisé une biopsie ciblée. Une biopsie ciblée, c'est-à-dire nous avons ciblé d'une façon cognitive cette zone, et nous avons envoyé cet échantillon des carottes biopsies à l'anapathe. Ici, c'est des biopsies revenant en faveur de Gleason 7 et ZUP3, 4 plus 3, selon, c'est-à-dire la classification anatomopathologique.
Et de ce fait, nous avons remarqué la place remarquable de la biopsie transpérinéale par rapport à la biopsie transrectale. Certes que la biopsie transrectale toujours garde, c'est une technique plus facile, plus rapide à utiliser, car la biopsie transpérinéale, le temps par rapport à la biopsie transpérectale est aux alentours de 15%, la différence de temps. La biopsie prostatique transrectale, on peut accéder à la partie postérieure et on peut faire des biopsies, c'est-à-dire ciblées dans la zone postérieure décrite par exemple à l'IRM, mais malheureusement la transrectale, elle a ses inconvénients, c'est le risque infectieux et la difficulté, c'est-à-dire d'accéder à la zone antérieure, surtout les zones antérieures basales et les zones antérieures apexiennes, et les difficultés d'accéder aussi, c'est-à-dire de prendre la longueur d'une façon longitudinale, c'est-à-dire de façon parallèle à la sonde ou film de l'échographe, donc rend que la biopsie transpérinéale, toujours, elle a des avantages nettement supérieurs c'est-à-dire à la transrectale. Cette supériorité, notamment sur la technique, c'est-à-dire la détection et en plus sur les complications. Et je vous remercie pour, c'est-à-dire de votre attention. Et je suis à l'écoute de votre, c'est-à-dire question. Le débat, il est ouvert. Merci infiniment à vous, docteur, pour cette présentation très pédagogique et riche en contenu. Nous allons à présent ouvrir le temps d'échange comme précédemment annoncé autour de ces cas cliniques. Pour intervenir, il vous suffira de lever la main. Je me ferai un plaisir de vous céder la parole. Je vous serai reconnaissante de vous présenter brièvement avant de poser votre question ou de partager votre remarque afin de nous permettre de mieux vous connaître. Et à la fin de votre intervention, je vous serai gré également de baisser la main afin de rendre nos échanges plus fluides et dynamiques. Alors, nous allons passer la parole à Monsieur Moussa Kiouya. Bonjour, ou non, plutôt bonsoir, Monsieur Moussa. J'espère que vous allez bien. Vous avez la parole. Monsieur Moussa, votre micro, ok, votre vidéo, vous voulez, ok, c'est bon. Nous vous écoutons. Oui, bonsoir, chers tous. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, Vous très bien. m'entendez? Très bien. Voilà. Je tiens d'abord à vous exprimer toute ma gratitude, surtout à l'endroit du professeur qui vient de présenter cette pertinente présentation. Merci à vous. Vraiment, merci. Merci à vous, docteur. OK. Bon, Je vous en prie. juste une question, c'est de savoir la PSA normale, donc vous avez parlé, c'est combien la PSA normale? La PSA normale, depuis des Oui. années, nous avons retenu le taux de PSA de 4 PSA total, hein, de 4 nanoparamètres. Mais actuellement, selon les dernières, depuis des années, on tient compte le taux de PSA de 4 nanoparamètres, mais actuellement, selon, c'est-à-dire les dernières recommandations et suite à l'étude randomisée de RCPC, montre que le taux à retenir, c'est de 3 nanoparamètres. Et si vous allez vérifier les recommandations françaises et européennes, vous allez trouver que selon les dernières recommandations 2024-2026, le taux retenu de PSA, c'est-à-dire à partir duquel on doit commencer, c'est-à-dire à s'inquiéter, c'est le 3 nanogrammes par ml. Suite à quoi? Suite à une étude, comme je l'ai dit, faite dans ce sens, montre que le taux de détection, c'est-à-dire de cancer de la prostate chez des patients dans la tranche d'âge située entre 50 ans et 60 ans, et à partir de ce taux, c'est-à-dire elle est remarquable. Et c'est pour cette raison ils ont validé ce taux par les sociétés savantes. J'espère que j'ai répondu sur la question. Le taux retenu, c'est de 3 nanogrammes par ml. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'accord. Merci pour votre question. Ok, j'espère que Monsieur Docteur Moussa a eu satisfaction. Nous allons passer la parole au docteur Abdoulaye. Bonsoir, docteur Abdoulaye. J'espère que vous allez bien. Vous avez la parole. Bonsoir. Je remercie d'abord Raymond d'avoir créé ce cadre comme une fois important.
Je Merci. remercie aussi la modératrice, mais surtout la présentatrice, docteur Mariam, Merci de nous beaucoup. avoir présenté ce thème comme une fois importante, surtout pour les résidents en neurologie. Moi, je me présente à Dr Abdoulaye Soumana, résident en première année d'urologie. La biopsie prostatique me cause déjà beaucoup de peine et je profite de ce cadre pour poser quelques questions. Ma Avec un première grand question. plaisir, docteur. Hein? Allez-y, avec un grand plaisir. Allez-y, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Ma première question d'abord concerne le dépistage proprement dit du cancer de la prostate. Est-ce que à travers le PSA ou bien à travers un toucher rectal, on peut faire le dépistage? Qu'est-ce qui est indiqué? Le PSA, le toucher rectal ou bien directement passer par la biopsie prostatique? Ça, c'est ma première question. Est-ce que je peux répondre à chaque fois pour ces questions ou vous voulez que vous continuiez et je réponds à la fin? Comme vous voulez. Hein? Tout dépendra de vous. Comme vous voulez. Je préfère de répondre à chaque fois pour ne pas, c'est-à-dire oublier une question. Concernant le dépistage, docteur, du cancer de la prostate, c'est un dépistage chez nous ou dans le monde, c'est-à-dire on fait un dépistage annuel et ce dépistage par des compagnies de sensibilisation avant, puis on passe au dépistage. Car la demande de PSA et le toucher rectal, on doit voir le consentement du patient. Ce qu'on fait, une sensibilisation générale du dépistage du cancer de la prostate, mais le dépistage, c'est un dépistage individuel. Et si vous lisez un petit peu les recommandations, vous allez trouver qu'il n'y a pas d'indication de dépistage de masse. On fait un dépistage individuel, mais une sensibilisation générale. C'est-à-dire sensibilisation d'expliquer aux malades, c'est-à-dire d'expliquer aux hommes qu'à partir de l'âge de 50 ans, surtout s'il n'y a pas d'antécédent de cancer de la famille, l'homme doit consulter chez le médecin urologue, même s'il est asymptomatique, à la recherche d'un cancer qui est asymptomatique, ou ce qu'on appelle un cancer silencieux. Par rapport aux paramètres ou par rapport aux outils de dépistage, depuis l'Antiquité, depuis des années, le dépistage basé sur le toucher rectal et le PSA. Le toucher rectal seul, non. Et le PSA seul, non. C'est-à-dire, c'est l'association des deux paramètres, le toucher rectal et le PSA. Soit anomalie des deux, soit anomalie de l'un des deux. Mais en général, c'est-à-dire qui indique c'est-à-dire la réalisation de l'IRM. Donc, un toucher rectal anormal avec un taux de PSA anormal c'est de deux précurseurs d'indication de l'IRM prostatique. Concernant le dépistage, reste toujours basé sur le toucher rectal, le dépistage du cancer de la prostate, le dépistage individuel, basé surtout sur le toucher rectal et le PSA. Est-ce que j'ai bien répondu sur votre question? Merci bien, docteur. Donc, si je comprends bien, le dépistage, c'est plus une sensibilisation qu'un dépistage. La sensibilisation, c'est de sensibiliser l'ensemble des hommes, c'est-à-dire en même temps, mais le dépistage, c'est un dépistage individuel. C'est-à-dire, une fois les hommes sont sensibilisés, eux-mêmes vont diriger chez les médecins pour le dépistage. Et c'est un dépistage individuel, c'est-à-dire après avoir l'accord du patient. C'est-à-dire, on prend pas les hommes, c'est-à-dire dans une ville où on fait d'emblée un toucher rectal et un taux de PSA sans le sensibiliser, sans le voir, sans consentement. C'est-à-dire le dépistage basé par le dosage de PSA et le toucher rectal après avoir le consentement du patient. Merci bien, docteur. Et ma deuxième question va encore dans ce sens, parce que nous savons que le PSA peut être varié à travers beaucoup de paramètres, que ce soit un simple toucher rectal, un sondage, une infection urinaire, et j'en passe. Donc, j'aimerais savoir combien de temps on devrait attendre pour vraiment être sûr que le PSA qu'on a, c'est vraiment le PSA dans les normes, quoi. C'est vraiment le PSA que présente le patient. Très bien, c'est une question pertinente. Sachant que, c'est-à-dire nos collègues, nos aînés, nos experts sont pensés vers ça, n'oubliez pas que le PSA, il est variable, c'est vrai.
Et ce PSA variable par rapport à plusieurs paramètres. Le PSA d'ailleurs, il est variable par rapport à l'âge, comme vous avez vu dans les slides. C'est-à-dire, au fur et à mesure, l'homme augmente dans l'âge, il y a une augmentation, c'est-à-dire de la zone centrale et par conséquent, l'augmentation de la sécrétion et de l'excrétion du PSA. Donc, et c'est pour cette raison, l'interprétation du PSA est vraiment nécessite, c'est-à-dire d'autres paramètres pour, c'est-à-dire indiquer ou non la réalisation de l'IRM. Ça d'une part. D'autre part, quel le temps par rapport, c'est-à-dire si par exemple, il y a des paramètres, c'est-à-dire des facteurs que vous avez cités, nécessitent pas un temps. Par exemple, un toucher rectal ne modifie pas vraiment le temps. Il y a qui parle de l'abstinence sexuelle, donc c'est-à-dire pour éviter tous les micro-traumatismes du parenchyme prostatique, 3 jours, c'est-à-dire avant de faire le taux de PSA. Mais il n'y a pas vraiment des articles, il n'y a pas vraiment des recommandations propres dans ce sens. Par contre, si le patient il a bénéficié d'une intervention sur le bas appareil urinaire où il y a un traumatisme, c'est-à-dire visible, où le patient il a fait une infection urinaire, dans ce cas, on doit attendre jusqu'à 3 mois. Pourquoi 3 mois? Pour assurer, c'est-à-dire la guérison après une bonne antibiothérapie. Est-ce que j'ai bien répondu sur votre question? Oui, merci bien, merci bien. Et ma troisième question, est-ce que dans les localités reculées où l'IRM, l'accès à l'IRM est vraiment limité, est-ce qu'à travers les données de la clinique, c'est-à-dire du toucher rectal et les données du PSA, est-ce qu'on peut indiquer la biopsie à travers les données du toucher rectal et du PSA? Merci beaucoup pour ces questions pertinentes. Réellement, je voulais juste être curieuse et de poser une question. Vous êtes de quelle région? De quel pays? Bon, je suis du Niger, mais je ne fais pas ma spécialité là-bas. Très bien. Est-ce que vous disposez du l'IRM? Est-ce que vous disposez du l'IRM? Non, on dispose du l'IRM dans la capitale. Mais quand même, dans les zones reculées, il n'y a pas d'IRM. C'est vrai, même pareil, en Algérie, il y a des zones, c'est-à-dire dans le sud de l'Algérie, où il n'y a pas d'IRM. Et l'accès à l'IRM fait le patient déplacer aux alentours de 400, c'est-à-dire kilomètres. Pour être clair et honnête, c'est-à-dire et pour être franche, donc si on suit les recommandations, on doit réaliser systématiquement une IRM. Pourquoi? Pour la simple raison, l'IRM permet de nous guider réellement, c'est-à-dire de sélectionner les patients qui nécessitent une biopsie. Mais parfois, par défaut, ou le patient, c'est-à-dire il n'arrive pas à faire l'IRM par l'absence de plateau technique ou par l'absence des moyens, on peut faire des biopsies prostatiques. Mais comment? Ce genre de biopsie prostatique qu'on doit faire, donc, doit être vraiment bien réfléchi. C'est-à-dire, on doit vraiment faire un toucher rectal et on doit explorer bien la prostate, c'est-à-dire s'il y a vraiment des lésions. On ne fait pas un toucher rectal simple, c'est-à-dire rapide et tout. On fait un toucher rectal en examinant lobe par lobe. Deuxièmement, on doit demander un taux de PSA et le taux de PSA doit être interprété correctement. C'est-à-dire, si on trouve un taux de PSA situé entre 4 et 10 nanoparamètres, c'est vrai que cette ancienne méthode, elle est abandonnée. Mais parfois, on l'utilise par défaut de moyens. Si le taux de PSA il est situé en PSA total, situé entre 4 et 10 nanos par ml. L'ancienne recommandation, les anciennes études parlent de si le taux, on fait ce qu'on appelle le rapport du PSA libre, c'est-à-dire non lié, sur le PSA total. PSA total, c'est le PSA lié et non lié. Donc, si ce rapport, il est situé, il est inférieur à 15%. Dans ce cas, on doit faire une biopsie prostatique. Et cette biopsie prostatique, selon ce rapport, ils disent que si le rapport PSA libre sur le PSA total inférieur à 10, le risque, il est de 90% d'avoir un cancer de la prostate. Donc, pour un simple calcul, vous pouvez indiquer la biopsie. Si le rapport situé entre 15% et 25%,
Là, on prend ce qu'on appelle la densité, la villosité du PSA. C'est quoi la villosité du PSA? C'est le taux de PSA, en comparant le taux de PSA avant et, c'est-à-dire par année, et l'année prochaine. C'est-à-dire, si la villosité est supérieure à 0,75 nanogrammes par année par an, c'est-à-dire, par exemple, l'année 2025, un taux de PSA, il est à 5. L'année 2026, un taux de PSA, il est à 5,75 ou bien à 6. Dans ce cas, c'est l'indication de biopsie prostatique. Et si le rapport PSA libre sur PSA total supérieur à 25%, là on parle d'une hyperplasie prostatique probablement bénigne, on fait juste une surveillance du patient. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Je peux répéter. Oui, très bien d'abord, merci bien. Et ma question suivante, à vrai dire, quelle est l'indication claire entre la biopsie transrectale et la biopsie transpérinéale? Périnéale. Tout à Parce fait. qu'apparemment, c'est comme si ça dépend de la préférence de l'urologue. Ou bien il y a des indications absolues des deux biopsies. Merci. L'idéal, c'est de réaliser des biopsies prostatiques transpérinéales. Elle a plusieurs intérêts. C'est pas juste pour défendre cette technique, mais elle a plusieurs intérêts. Premièrement, c'est par rapport aux patients, notamment sur les complications infectieuses. N'oubliez pas, malheureusement, nous, en Algérie, encore, on hospitalise des patients pour des sepsis à porte d'entrée urinaire suite à une biopsie prostatique. Ça, d'une part, par rapport à l'économie du pays, c'est-à-dire plus on diminue l'utilisation des quinolones, plus on diminue, c'est-à-dire la résistance des bactéries à cette molécule qui est un antibiotique, c'est un excellent antibiotique. Donc, et troisièmement, par rapport, c'est-à-dire la qualité de biopsie, c'est-à-dire pour éviter de faire des biopsies pour encore une deuxième, une troisième fois devant des séries de biopsies négatives par rapport à la transrectale et ça par rapport c'est-à-dire à l'accessibilité. C'est la transrectale, l'anomalie, c'est pas par rapport à l'urologue, c'est par rapport à l'accessibilité à certaines zones. Quand vous voyez la zone antérieure, c'est quoi la zone antérieure? La zone antérieure, elle est en regard avec le pubis. C'est une zone en haut, donc c'est-à-dire pour enfoncer l'aiguille de biopsie, nécessite de traverser la paroi rectale et de risque de créer, c'est-à-dire des saignements importants. Donc, si on parle, c'est-à-dire proprement dit, c'est que la voie transpérinéale permet d'accéder à ce genre de zones sans faire, c'est-à-dire des dégâts ou de faire des complications. C'est-à-dire, et je dis pour la préférence des urologues, c'est par rapport à la courbe, c'est-à-dire d'apprentissage et par rapport, c'est-à-dire les habitudes de réalisation des biopsies. Comme vous le savez, depuis des années, moi, depuis 2012, j'utilise la voie transrectale, donc comme technique pour la biopsie transpérinéale, pour la biopsie prostatique. Mais selon, c'est-à-dire les dernières années, à partir, c'est-à-dire selon les années 2022, 2024, 2025, nous allons commencer dans notre service la réalisation des biopsies transpérinéales. Et nous avons remarqué, c'est-à-dire au début, les difficultés par rapport à l'infiltration de l'axillou, c'est-à-dire par rapport au patient et par rapport, c'est-à-dire à la technique et le matériel, c'est-à-dire l'accès c'est-à-dire à la santé elle est un peu chère par rapport le guide et le consommable. Mais au fur et à mesure, nous avons réalisé cette technique, nous avons constaté les avantages par rapport à la transrectale et pour moi, c'est la technique actuellement que je l'utilise et c'est ma technique préférée pour faire les biopsies. Et j'explique toujours aux malades la transrectale et la transpérinéale. Et par conséquent, c'est-à-dire, je trouve que les patients demandent en général eux-mêmes, c'est-à-dire sans, c'est-à-dire explication, la voie transpérinéale, vu, c'est-à-dire l'avantage. Merci bien. Excusez-moi, si vous disposez, c'est-à-dire le plateau technique, n'hésitez pas de faire des biopsies transpérinéales et vous allez vous-même constater, c'est-à-dire la différence. Et ici, nous avons vraiment un plateau technique garni, mais quand même, je vois que généralement, on fait la biopsie transrectale. C'est rarement qu'on fait transpérinéale, quoi. Et je ne sais pas, peut-être c'est parce que ici, eux, ils font transpérinéale sous anesthésie générale. Je ne sais pas, c'est à cause de ça ou pas. Peut-être que c'est à cause de ça. C'était même, c'est même en Europe. Hein. Au début, ils ont commencé la transpérinéale, ils ont pris l'idée de la
d'abord de la voie transpérinéale comme pleurotomographie termino-terminale. Mais nous, c'est-à-dire selon ma propre constatation et c'est-à-dire j'ai fait quelques stages c'est-à-dire à l'étranger où j'ai vu les experts font de la biopsie transpérinéale, c'est-à-dire sous infiltration, c'est-à-dire locale, c'est-à-dire une infiltration cutanée, puis une infiltration douce c'est-à-dire des tissus sous-cutes, les plans musculaires arrivant à l'angle, c'est-à-dire ce qu'on appelle le triangle périprostatique, allant vers la vésicule, c'est-à-dire séminale. Et nous avons constaté que le patient, c'est-à-dire sur l'échelle de douleur, nous avons constaté à peu près après, c'est-à-dire après un questionnaire c'est-à-dire avec nos patients, nous avons trouvé l'échelle, il est aux alentours de 3 à 4 de l'échelle de la douleur. Donc, si vous maîtrisez si vous voyez par exemple une ou deux fois, c'est-à-dire la technique sous anesthésie locale, vous allez abandonner la voie, c'est-à-dire d'anesthésie générale ou rachianesthésie. Merci bien. Peut-être avec le temps, je vais apprendre ça avec les autres. Donc, ma dernière question. Il est bienvenu chez nous en Algérie. Vous allez la voir et vous allez même, c'est-à-dire le constater. Vous allez même faire quelques cas pour apprendre cette technique. N'hésitez pas. Vous pouvez me contacter et avec un grand plaisir. Vraiment, ça me fera un grand plaisir. Donc, je ne sais pas comment pourrais-je faire pour avoir votre contact. Vous pouvez me laisser à la fin ou vous pouvez me contacter, Madame Azatassou. Elle va vous donner mes coordonnées. Vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème. Ah, ok. Ma toute dernière question, c'est vraiment au niveau des sites. C'est au niveau des sites de ponction. Que ce soit transpérinéal ou bien transrectal, moi j'ai du mal à me localiser. Je vois que c'est comme si on fait la ponction au hasard comme ça. Ou bien il y a vraiment des sites bien déterminés. Parce qu'à chaque fois, je pose la question à mes seniors et ils m'expliquent, mais quand même, je n'arrive pas à me situer. C'est pareil, c'est le cas de mes collègues, mes résidents. Toujours quand j'explique, je me trouve toujours un point d'exclamation ou vraiment un point d'interrogation, je comprends pas. Donc, avant c'est-à-dire de faire la biopsie, je pense que c'est l'idéal c'est-à-dire de connaître quelques données, quelques bases radiologiques de l'anatomie de McNeil à l'écho endorectal. Et quand vous voyez que, c'est-à-dire l'image échographique endorectale se diffère entre la voie transrectale et la voie transpérinéale, c'est-à-dire par la sonde monoplan et biplan. Il y a quelques différences donc radiologiques. Ça d'une part, et d'autre part, une fois vous connaissez l'anatomie radiologique, c'est-à-dire de McNeil à la sonde endorectale, vous allez le trouver simple et en plus, vous pouvez même faire des biopsies ciblées en collant par voie cognitive, c'est-à-dire en collant la cartographie IRM sur la cartographie échographique. Nécessite juste de connaître, c'est-à-dire quelques repères radiologiques et vous allez la voir qu'elle est très, très facile de faire. C'est-à-dire de repérer des armes. Je vous en prie. Merci bien. Sinon, quand même, moi, à chaque fois, je vois que c'est comme s'ils sont en train de piquer comme ça et envoyer les carottes à l'examen, quoi. Merci bien quand même. Je vous en prie avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous ces éléments de réponse, tous ces éclaircissements. Je tiens vraiment à vous remercier. J'espère vraiment que le docteur Abdoulaye a eu satisfaction. Nous allons à présent passer la parole au docteur Hassan. Bonsoir, docteur. Nous espérons que vous allez bien. Vous avez la parole. Docteur Hassan. Le micro est désactivé. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci beaucoup. Ok, moi je vous reviens toujours sur ces sujets. On avait un patient qui d'abord a 73 ans, sans antécédents médicaux. D'accord. D'abord, les résultats de la biopsie nous avaient révélé un PSA supérieur à 100 nanogrammes. Oui. Moi, je ne suis pas urologue, je
sommes passés voir l'urologue. Il a trouvé que c'était un adénocarcinome prostatique des scores 8, et grade 4. D'accord. Des scores 8 et grade 4 occupant presque 60 sur 65 mm de la surface biopsie totale. D'accord. Donc, il nous a demandé de faire la TDM thoraco-abdominaux-pelvien avec défilé rachidien. D'accord. Et donc, je ne sais pas, est-ce qu'après les résultats de la TDM, si on trouve qu'il y a une métastase ou qu'il n'y a pas une métastase, est-ce qu'il faut vraiment faire une résection transurétale prostatique? D'accord. Bon, concernant cette question, excusez-moi, vous êtes de quel pays? C'est le Tchad. Pardon? Au Tchad. Tchad, très bien. Normalement, l'urologue, il a fait son travail, c'est la conduite, c'est-à-dire qu'on le fait, c'est-à-dire tout le monde dans le monde. C'est vrai, c'est il faut pas s'inquiéter. Le cancer de la prostate, c'est pas une maladie mortelle, quand même. C'est pas un cancer, c'est-à-dire qui est vraiment agressif. C'est vrai que vous allez trouver le Gleason 8, que vous avez trouvé un cancer dans la prostate. Et c'est un patient âgé de 73 ans. Donc, quel que soit, si vous trouvez ou vous trouvez pas des lésions c'est-à-dire à le scanner. En général, nous, on demande une TDM thoraco-abdominopelvienne avec, c'est-à-dire avec parfois une SPECT-CT, c'est-à-dire on demande une scintigraphie osseuse pour voir s'il y a des méta-os ou non. Mais quel que soit le stade de ce cancer, en général, il y a un traitement ou c'est des traitements curateurs allant d'un traitement, c'est-à-dire chirurgical, vers le traitement, c'est-à-dire à base d'hormonothérapie ou bien de radio-hormonothérapie, voire des hormonothérapies de nouvelle génération. Par contre, concernant la résection, elle a ses indications en matière de cancer de la prostate, c'est-à-dire si le patient présente des difficultés à uriner et l'indication, c'est-à-dire le patient présente des cancers de la prostate ou le traitement par la radiothérapie, il est là. Dans ce cas, on fait ce qu'on appelle une tunnelisation c'est-à-dire pour aider à faire la radiothérapie. Si le cas contraire, c'est-à-dire le patient ne présente pas, c'est-à-dire une rétention ou un blocage urinaire, dans ce cas, nécessite pas vraiment de réaliser c'est-à-dire un grattage vésical. L'indication de la résection reste toujours, c'est-à-dire indiquée par l'urologue selon, c'est-à-dire le symptôme qu'il a le patient. C'est-à-dire le traitement endoscopique, il est, c'est-à-dire indiqué par l'urologue. Donc, on doit voir le malade, on doit interroger le malade et on doit vérifier nous-mêmes, c'est-à-dire à l'examen clinique et à l'examen radiologique, le résultat post-mictionnel pour voir si on fait ou non une résection de la prostate. Sauf qu'ici, dans notre malade a une sonde à demeure, il n'urine pas par lui-même. Donc. Si c'est le patient porteur d'une sonde vésicale, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On commence par le traitement hormonal, ce qu'on appelle l'hormonothérapie, avec un traitement à base d'alfusosine, c'est traitement pour la prostate, et on fait une ablation de la sonde. Si le patient il urine, il n'y a pas de résidu ou un résidu inférieur à 150, on le laisse tranquille. Si le patient, malheureusement, malgré l'ablation de la sonde, il garde toujours une rétention vésicale et un traitement bien conduit, dans ce cas, on fait ce qu'on appelle une tunnelisation de la prostate. Une tunnelisation, c'est-à-dire de créer un tunnel pour c'est-à-dire pour assurer un passage d'urine normal. D'accord. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Avec plaisir. Merci infiniment à vous, docteur, une fois de plus pour tous ces éclaircissements tout au long de cette phase. Alors, nous n'avons plus de questions en attente ni de main levée. Permettez-moi d'en profiter pour vous rappeler que RIMA propose des formations certifiantes dans plusieurs domaines de la santé. Nous disposons d'un large catalogue de formations accréditées à l'international, reconnues en Afrique, en Europe et aux États-Unis.
Et nos formations couvrent notamment les domaines suivants: le supply chain management des produits de santé, la santé numérique, la santé communautaire, la santé publique, la nutrition et diététique, la santé sexuelle et reproductive, l'expertise en genre et inclusion en santé, l'épidémiologie, la gestion des projets et programmes de santé, le suivi et évaluation des programmes et projets de santé, la sexologie, la dictologie, le marketing digital de la santé, la gestion d'officines de pharmacie et notre MOOC sur la gestion de l'épidémie MBOS. Un lien vers le catalogue de formation sera partagé tout à l'heure dans le chat et je vous invite à le parcourir et à vous inscrire si l'une des certifications suscite votre intérêt. Enfin, l'équipe REMA reste joignable pour toute assistance sur le numéro suivant par WhatsApp, le plus 229 01 96 50 81 30. Plus 229 01 96 50 81 30. Nous arrivons au terme de cette rencontre et Docteur Myriam, s'il vous plaît, pourriez-vous aimer que nous gardions en esprit suite à ces échanges très riches sur la biopsie prostatique? Tout d'abord, je tiens à vous remercier, madame. Vous êtes vraiment à la hauteur. Nous avons vraiment organisé dans des conditions, comme vous voyez, de travail tout chargé, mais nous avons arrivé à organiser cette formation. Vraiment, je tiens à vous remercier, à remercier toute l'équipe de REMA. Je reste toujours à votre disposition, même si vous voulez d'autres, c'est-à-dire c'est-à-dire éclaircissements sur quelques points. Nous sommes toujours à votre disposition, même pour faire des workshops avec c'est-à-dire nos collègues dans les différents pays par le biais de REMA. Donc, je tiens à vous remercier infiniment, madame. Et Inch'Allah, on va faire d'autres, c'est-à-dire formations concernant d'autres thèmes aussi intéressants. D'accord, docteur. Merci infiniment une fois de plus pour ce cas clinique particulièrement instructif. Et je tiens également à remercier l'ensemble des participants pour la richesse et la qualité des échanges. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire médical qui aura lieu le samedi 6 juin 2026 et portera sur l'échographie pelvienne. Et merci pour votre attention et à très bientôt pour un nouvel échange scientifique. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci. Merci pour tout le monde. Au revoir. Au revoir, docteur. Au revoir.